Et si je vous disais que chaque mois, votre homepage pollue autant qu'un troupeau de 1137 vaches? Dites, c'est beaucoup, 1137 vaches. Mais regardons. Admettons que vous créez un nouveau site et qu'à chaque visite sur la homepage, ça émet 3,5 grammes de CO2. Pas beaucoup, vous dites. Fine. Maintenant, votre site, il buzz beaucoup. Vous avez 130 millions de visiteurs par mois sur la homepage. Ça commence à faire beaucoup. Et si on multiplie les deux, ça fait 455 tonnes de CO2 par mois. 455 tonnes de CO2 par mois, c'est beaucoup. C'est l'équivalent de 227 personnes par an si on respecte les accords de Paris. C'est l'équivalent de 2700 ordinateurs construits, de 75 200 repas avec du bœuf, ou alors de 1137 vaches pendant un mois. Ce site, en fait, c'est pas n'importe lequel, c'est le site de Slack. L'idée, c'est pas de leur jeter la pierre, vu que le site qui donne ces chiffres a aussi des questions de méthodologie, mais c'est de vous faire remarquer que si vous avez un site qui marche, il faut faire super gaffe, vu que son impact peut être très important. En effet, on l'oublie régulièrement, mais l'impact du numérique à l'échelle mondiale, en fait, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et on est sur une tendance, si on ne fait pas d'effort de sobriété, de 6% d'augmentation par an. Pour donner un ordre de grandeur, 4%, c'est l'équivalent des émissions du Japon. Donc ça fait beaucoup. Si on regarde plus en détail les émissions poste par poste, on voit qu'en fait, les émissions du numérique, elles sont principalement dans deux postes. La production de terminaux et l'utilisation de ces terminaux. Par utilisation, j'entends la consommation d'électricité lorsque vous faites tourner vos terminaux. J'ai mis un graphe ici du Shift Project qui montre les émissions de gaz à effet de serre par poste dans le numérique, qui montre pas mal de choses super intéressantes. Premier truc à remarquer, c'est que dans la partie fabrication, en fait, il y a 33% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la fabrication de vos devices utilisateurs. Donc premier levier d'action pour faire gaffe au numérique, c'est de renouveler moins régulièrement vos devices ou d'acheter des devices reconditionnés. Deuxième chose intéressante, c'est que pour les réseaux et les data centers, le gros des émissions de gaz à effet de serre se trouve au niveau de l'utilisation. Et si on regarde grosso modo comment ça se balance utilisation-production, on a 65% environ des émissions qui sont liées à l'utilisation et 35% qui sont liées à la production. Plusieurs choses intéressantes liées à ça, c'est que déjà nous en tant que développeurs, on va pouvoir avoir surtout un impact sur la partie utilisation. En faisant des applications plus performantes, qui ont moins de superflu, en fait, on va réduire la consommation de ces applications. Et ce qui est cool, c'est que ça va avoir un impact indirect sur la fabrication, vu que si vos applications sont plus performantes, les utilisateurs vont moins régulièrement renouveler les devices. On parle que des émissions de gaz à effet de serre ici, mais c'est important de garder en tête qu'il y a aussi un impact niveau extraction de ressources, consommation d'eau, déchets et plein d'autres impacts. Alors dans le contexte actuel, avec ce qu'on vient de voir, en fait c'est important de faire gaffe aux émissions du numérique. Mais la question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est ok, mais qu'est-ce que je fais pour réduire les émissions de mon application? Mais en fait, très important, avant de chercher à réduire, il faut chercher à mesurer son impact. Pourquoi mesurer son impact? Vu que mesurer son impact, ça va permettre de à la fois comprendre là où ça ne va pas, de prioriser, et ensuite de voir si les actions que vous prenez servent à quelque chose. On a vu à la slide précédente qu'il y avait beaucoup de postes d'émissions dans le numérique, et on se rend compte qu'en fait, modéliser votre application correctement, c'est ultra compliqué. C'est pas l'idée de ce talk. L'idée de ce talk, c'est de vous donner des outils super simples pour facilement comprendre là où vous avez des problèmes, et derrière, agir dessus. Et on va surtout se concentrer, nous, sur la partie mesure de l'utilisation des devices, vu que c'est là qu'on a la main en tant que développeur. Comment on mesure les émissions d'une application web? En fait, il faut savoir c'est quoi sa consommation d'électricité. Une fois que vous savez la consommation d'électricité de vos terminaux, vous allez regarder c'est quoi l'intensité carbone de la grille électrique que vous utilisez. L'intensité carbone de la grille électrique, c'est quoi? C'est qu'en gros, à chaque fois qu'il va y avoir de l'électricité produite sur votre grille électrique, ça va émettre des émissions. Et ça va dépendre d'un pays à un autre en fonction du mix énergétique. Une fois que vous avez ces deux données, vous multipliez l'une par l'autre et ça vous donne les émissions de l'application. En pratique, c'est plus compliqué. Vu que pour faire ça, il faut brancher soit un wattmètre à votre serveur pour savoir combien il consomme, soit utiliser des applications comme Scaphandre. C'est super cool si vous avez des workloads on-premise ou des serveurs bare metal, mais en pratique, c'est plus compliqué d'aller chez l'utilisateur pour brancher un wattmètre à son téléphone, un peu plus de la galère. Et idem, si vous avez des workloads dans le cloud, vous n'allez pas pouvoir mettre de wattmètre sur vos serveurs. C'est là qu'une deuxième solution super intéressante intervient, c'est les dashboards d'impact carbone. Les dashboards d'impact carbone, c'est un service fourni par les différents cloud providers qui résume c'est quoi l'impact de votre infrastructure. Les plus gros cloud providers en proposent. Donc là, on a celui de GCP, celui d'Azure et celui d'AWS. Ces dashboards, ils ont des avantages et des inconvénients, c'est qu'ils sont déjà gratuits pour la plupart, ils sont super faciles à utiliser. Par contre, les inconvénients, c'est que niveau méthodo, des fois, c'est un peu opaque. Niveau granularité, c'est pas tout le temps parfait. Les résultats mettent longtemps à arriver. Au niveau des volumes d'émissions, c'est pas super précis.
Tous les services des cloud providers ne sont pas tout le temps là. Donc pour donner un exemple, j'ai mis ici la dashboard d'impact carbone d'AWS qui, à mon avis, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Première chose à améliorer, c'est la granularité. Les résultats mettent 3 mois à arriver, du coup c'est compliqué pour itérer rapidement. Ensuite, niveau volume d'émission, c'est 100 kg de CO2, le volume minimal qui s'affiche, ce qui est beaucoup pour une petite application. La méthodologie qu'ils utilisent prête à débat, c'est ils achètent de l'énergie verte et ils comptent cette énergie dans leur calcul d'émissions, même si ce n'est pas en pratique l'énergie qui alimente directement les data centers. Il n'y a pas le scope 3 des émissions carbone dans leur dashboard et tous les services ne se trouvent pas là. Du coup, c'est pas à jeter vu que c'est super pratique pour avoir des résultats rapides, mais tout n'est pas parfait. Et c'est là qu'intervient une alternative open source qui s'appelle Cloud Carbon Footprint, qui est aussi une dashboard d'émissions carbone, qui a l'avantage, du coup, vu qu'elle est open source, d'être un peu moins opaque niveau méthodologique. C'est gratuit, donc c'est open source. Par contre, ça a aussi des désavantages. C'est que déjà, niveau méthodo, c'est un peu moins précis, vu qu'ils n'ont pas directement la main sur les serveurs des cloud providers. C'est un peu plus brut de décoffrage, vu que open source. Mais c'est super pratique pour itérer très rapidement, vu que les résultats arrivent le jour même. Les volumes d'émissions, la granularité au niveau des volumes d'émissions est largement meilleure. Et vous avez beaucoup plus de services. Et il y a des géants du secteur comme Spotify qui utilisent cette dashboard. Donc très cool de voir que c'est utilisé par des grands. J'ai un collègue chez Théodo qui a écrit un article pour facilement mettre en place cette dashboard sur AWS. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'article. On a beaucoup parlé de comment mesurer l'impact de votre infrastructure, de vos serveurs. Mais on a assez peu parlé de comment mesurer l'impact de vos utilisateurs, des terminaux utilisateurs. Et c'est là qu'à mon avis intervient quelque chose d'intéressant qui sont les proxy mesures. Une proxy mesure, c'est quoi? C'est une mesure qui va être corrélée à la mesure cible que vous voulez avoir. Exemple, pour l'infrastructure, on parlait de cloud, le coût, c'est une très bonne proxy mesure, vu que plus votre infrastructure va coûter cher, en fait, plus elle va émettre, dans le cas général. Évidemment, il y a des edge cases, mais dans le cas général, ça va être vrai. Pour le front, pour les terminaux utilisateurs, une très bonne proxy mesure, c'est Lighthouse, par exemple. Vu que votre score Lighthouse de votre application va être lié à la performance et au poids de l'application, dans le cas général, bien entendu. Donc c'est un bon moyen d'avoir une idée de c'est quoi l'impact de votre application et comment il évolue avec le temps, d'utiliser le score Lighthouse. Un dernier moyen de mesurer dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les audits d'éco-conception. Ce qui est cool avec les audits d'éco-conception, c'est que ça vous donne directement une liste de critères que vous validez ou pas. Du coup, vous pouvez voir où vous vous situez et des actions qui sont une liste d'actions à mettre en place derrière. Chez Théodo, on a développé plusieurs audits d'éco-conception. J'en ai notamment mis un ici spécialisé en serverless que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et je vous invite de même dans vos compagnies respectives à mettre en place des audits d'éco-conception. Maintenant qu'on a vu comment mesurer, facilement, c'est quoi les next steps? Maintenant qu'on a mesuré, on va pouvoir prioriser. L'idée, c'est de voir là où on peut voir le plus gros impact. Une fois que vous avez priorisé, vous allez tester pour voir, implémenter les actions que vous avez priorisées. Et ensuite, vous allez mesurer de nouveau pour voir si ce que vous avez implémenté comme action a eu l'effet escompté. Et l'idée ensuite, c'est de suivre la boucle, d'itérer jusqu'à ce que vous ayez une application qui soit un modèle de développement durable. J'ai mis pour finir des liens vers quelques ressources en ligne qui sont super intéressantes sur le sujet, notamment la documentation d'AWS sur comment faire des applications dans le cloud qui sont sustainable, qui à mon avis vaut le coup d'aller voir. Je veux aussi insister sur le fait que tout n'est pas compliqué à mettre en place. J'ai mis un exemple super simple pour les applications pour vos sites web qui permet de faire du lazy loading d'images. Donc quelque chose de super simple en one-liner mais qui a de l'impact. Et dernier point, sur une note positive, c'est faisable. Au début de la présentation, j'ai montré un site qui émettait 3,5 g de CO2 par visite. Ici, on a une liste de sites qui sont des bons élèves et qui émettent 0,01 g de CO2 par visite, donc 2 ordres de grandeur de différence par rapport à ce qu'on avait au début. Donc c'est faisable. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Plus une question business que tech. J'imagine que vous avez mis en place ça chez des clients chez Théodo. Comment est-ce que vous vendez cette mesure aux clients? Est-ce que c'est eux qui poussent pour ça? Est-ce que c'est vous qui leur expliquez le besoin? Comment ça marche? C'est une question super intéressante. Et ce qui est cool à remarquer dans ce cas-là, en fait, c'est qu'avoir une application qui est plus sobre, en général, c'est avoir une application qui est plus performante, qui coûte moins cher et qui est plus maintenable. Du coup, en avançant ces 3 arguments, ça permet de, en général, convaincre le client. Même si, évidemment, ce n'est pas le cas pour toutes les actions, mais dans le cas général, à mon avis, c'est un bon moyen de vendre le truc. Par rapport à ce que tu disais pour Amazon, qu'ils achetaient de l'énergie verte et tu avais l'air mitigé sur ce point. Est-ce ils l'orientent où si c'est pas sur leur data center, leur bureau, etc. C'est une bonne question. Honnêtement, c'est pas un débat dans lequel je suis super spécialisé. Il y a 2 grosses manières de compter les émissions carbone qui sont market-based, le calcul market-based et le calcul location-based. Market-based, c'est ce que se fait Amazon et location-based, ça va être compter en gros dans les émissions ce qui rentre réellement dans le data center. Ce que j'avais vu rapidement sur market-based, c'est que en gros, acheter des émissions, ça ne tirait pas forcément le marché dans le bon sens.
que ça n'avait pas un si gros impact que ça. Je ne suis pas rentré plus en détail dans le débat, mais j'ai vu que ça, en tout cas, il y avait des gens qui se posaient des questions et qui disaient que ce n'était pas idéal comme manière de calculer. En termes d'architecture, il y a des architectures à privilégier pour baisser les émissions carbone. Serverless versus microservices versus monolithe versus autre chose, je sais pas. C'est un super point. Bon, moi, je vais vendre le serverless vu que c'est ça que je fais. Mais l'idée, c'est que le serverless, c'est un peu... Enfin, comparer le serverless à des monolithes, c'est un peu comme comparer le train à la voiture. Le serverless, c'est on mutualise les ressources. Du coup, de manière générale, il va y avoir moins de ressources consommées. Alors qu'un monolithe, avec chacun qui a son serveur qui tourne, il y a beaucoup de serveurs qui ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. Et du coup, ça va être un peu du gâchis. Du coup, si on va dans ce sens-là, l'idée, c'est un peu c'est d'aller vers le serverless. Et deuxième point intéressant, c'est qu'il faut essayer de privilégier aussi les architectures modulables pour pouvoir, s'il y a des gains de performance à faire ou des modifications à faire sur votre application, comme retirer un service qui ne sert à rien, pouvoir le faire facilement. C'est les deux gros trucs que je vois à privilégier en architecture. Là, vous vous posez la question sur la consommation sur les applications elles-mêmes. Est-ce que vous vous posez aussi la question sur votre travail au quotidien? Parce que dès qu'on pousse un commit, ça lance la CI derrière, etc. Potentiellement 3 tonnes de tests qui tournent dans des serveurs distants. Donc tout ça, ça a un coût aussi. Ouais, je le faisais rentrer dans Data Center. Enfin, j'ai pas précisé là, mais c'est un truc qu'on a en tête et qu'on... En fait, il y a pas mal de trucs à considérer en plus de juste le serveur et le device du client, le device de l'utilisateur, pardon. Il va y avoir tout ce qui est enabler, donc la CI. Il va y avoir aussi tout ce qui est humain au final, par exemple les process d'offboarding des différents développeurs. S'ils avaient des ressources qui étaient là, c'est comment on fait pour les retirer du projet quand ils s'en vont. Et pas mal de trucs à considérer en plus de ça. Et on a essayé justement dans les audits dont j'ai parlé tout à l'heure de résumer ces différents points en plus de juste les serveurs et les terminaux utilisateurs. Mais ouais, c'est un très bon point. En fait, vous n'avez pas parlé du choix des langages des programmations. Donc, il y a des langages interprétés, des langages compilés proches du processeur, qui ont un gros facteur. Alors, on n'a pas toujours la main, mais est-ce qu'il y a des langages que vous recommanderiez? Il faut faire du Rust. C'est ça Il faut faire du Rust et pas du PHP. C'est ça la recommandation, grosso modo. Ouais, j'en ai pas parlé ici, mais c'est vrai que ça a un très gros impact, le langage. Faut faire gaffe à ce qu'on utilise, vu qu'un langage compilé va en général être beaucoup plus performant qu'un langage interprété. Et c'est pour ça que faire du Rust ou du C++ ou du C va être mieux en termes d'impact écologique que faire du PHP, du JavaScript, du TypeScript. Mais après, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on développe et c'est quoi les outils qu'on peut utiliser. Pour une application web, pour le front, on va souvent avoir moins le choix. Et on va finir sur du JavaScript, TypeScript, même si c'est pas l'idéal. Mais c'est clair que pour le back-end, typiquement, c'est une question à se poser.